Tshisekedi dit qu'il n'y a que Kagame et moi qui sommes capables de mettre fin à cette escalade. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce aujourd'hui la paix passe à tout prix par les deux hommes, ou il faut que chacun de nous, ou chacun de Congolais, joue véritablement un rôle, y compris Joseph Kabila? Chacun sa partition à jouer, mais au niveau des États, il y en a qui commandent. Et si aujourd'hui Paul Kagame donnait un ordre à ceux qui sont sur notre territoire, qui sont en train de commettre des massacres, s'il donne un ordre, ils vont respecter, puisque c'est lui leur commandant en chef. Donc c'est ça, sur ces points-là, il a raison. Et s'il donne un ordre, les chefs de l'État aussi vont réagir en conséquence. Ça se passe comme ça dans toutes les nations du monde. Quand la diplomatie échoue, alors il y a d'autres mécanismes qui prennent la relève. Que Dieu nous préserve d'en arriver là. Mais si on doit en arriver là, alors la nation tout entière doit se lancer dans cette aventure sanglante pour restaurer l'honneur national. Nous, Mkwegistes, nous saluons l'approche de la Senko et nous soutenons le pacte social. Mais nous disons ceci. Avant d'aller au dialogue, nous devons d'abord recouvrer, s'il vous plaît, j'insiste sur ce mot-là, recouvrer l'intégrité nationale de notre souveraineté. Vous allez à la négociation, le M23 est là, le Rwanda est là, ils vont vous imposer votre jet. Et Mukwege a donné le mécanisme pour revenir à l'intégrité de notre pays en proposant la tenue de la conférence internationale sur la paix. Dire que la solution ou bien la paix durable passera par Félix et Kagame, c'est faux. Kagame reste un proxy téléguidé. Comme a dit Mouya, que ces M23 sont téléguidés par Kagame, Kagame aussi a ses maîtres qui lui donnent des injonctions. C'est à ces maîtres de Kagame qu'il faut voir qui prenaient déjà des sanctions contre Kagame, qui mettaient déjà Kagame dans des difficultés. Par rapport au crime et massacre que Kagame avait occasionné dans notre pays, que malheureusement le gouvernement, avec sa diplomatie de Mme Kayekwamba, a donné encore le bouet de sauvetage. Ça, c'est compliqué. Perché au cœur de Katouba, la Ténée de Lubumbashi était monument. Construit à l'époque coloniale, ce complexe scolaire immense et légendaire a vu défiler des générations de Congolais, devenus figures d'époux du pays. Mais aujourd'hui, le mythe semble brisé. Les salles sont vides de mobilier, les tableaux craquelés et les élèves souvent brillants sont contraints d'apprendre assis à même les sols ou sous des briques. Une scène triste, presque violente, qui illustre les longs abandons de l'école publique. Et pourtant, c'est jeudi, une brise d'espoir a traversé Katouba. Sur instruction directe du chef de l'État, le service national a livré 1700 bancs à ces géants endormis. Des bancs fabriqués dans les ateliers de Kabulameshi, par des mains autrefois perdues, aujourd'hui réhabilitées. La ronde que nous avons effectuée dans nos différentes écoles, par Kinshasa à l'intérieur du pays, démontre que l'État avait pratiquement abandonné sa responsabilité en matière d'éducation. Les conditions d'études et d'accueil des élèves dans les établissements scolaires sont presque les mêmes et les constats et désolants. Et même très désolant. Nos enfants étudient à même les sols ou sur un morceau de briques ou de bois. Les salles de classe sont insalubres avec des murs fissurés et décolorés. La nuit a été longue, certes, mais sous l'impulsion du chef de l'État, commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un nouveau jour est en train de se lever. La Ténée revit. L'histoire ne s'efface pas, mais elle s'écrit à nouveau. Car ici, on a compris qu'on ne bâtit pas une nation sans école. Pas d'école non plus sans mobilier. C'est donc fruit du travail et de discipline vient d'améliorer de manière significative les conditions d'apprentissage de nos élèves et des conditions de travail de nos enseignants. De la deuxième militaire et un jour pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des remises officielles de banc, aucun militaire, aucun fond. Je vous invite à passer le détachement à Révi. Et comme pour rappeler que l'éducation ne s'arrête pas qu'aux grandes villes, le lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik a ensuite pris la direction du camp militaire Vango pour y remettre 400 bancs au complexe scolaire de la 22e région militaire. Là aussi, un geste fort. Discret mais chargé d'essence, la République réaffirme son rôle protecteur, jusque dans ses écoles militaires. Prenons l'occasion de dire merci et fidélité au commandant suprême des armées, de la police nationale,
et du service national qui fait de l'éducation pour tous les enfants congolais une priorité de son mandat. Après la vision sur la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, il envoie le service national pour pouvoir accompagner cette vision en procurant aux élèves les conditions d'études impeccables. Je pense que vous-même, commandant, quand vous allez visiter quelques salles de classe, vous allez couler quelques larmes de vos yeux. Derrière ces actes, une vision s'affirme, celle d'un État stratège qui place l'éducation au cœur du redressement national. Car ici, à Katouba comme à Vangou, une vérité s'impose. Le développement n'est pas un luxe, mais c'est un droit. Et ces droits commencent toujours sur un banc d'école. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus. Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Metoko Maka légende na 3.5 4.5
to 5,5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le parc de la vallée de l'Antélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au +243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3,5, 4,5, to 5,5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue à tous dans Ligne Rouge, votre émission qui revient sur les grandes lignes d'actualité en République du Congo. Merci de votre fidélité. Nous allons une fois de plus essayer de revenir sur le grand sujet qui agite l'actualité ou qui agite les salons politiques en République du Congo. On parlera du discours ou de la métendue du président Tshisekedi à Paul Kagame et les réactions qui ne s'est pas fait attendre du côté rwandais. Que comprendre de ce changement de posture de la part du gouvernement congolais ou du chef de l'État, et puis le changement de la constitution? Est-ce un projet auquel l'UDPS ou encore le régime au pouvoir refuse de renoncer? Eh bien, on en saura un peu plus. Surtout, le débat vient d'être relancé après l'interview d'Adolphe Muzito qu'il a accordé à Jeune Afrique, au cours de laquelle il a affirmé qu'il faille changer le mode du scrutin à l'élection présidentielle. Merci, vous êtes bien en place et nous espérons que vous aurez passé un excellent moment de télé en notre compagnie. Pour en parler, deux intervenants sur ce plateau avec moi. On a Larousse Mouya, cadre de l'UDPS à ma droite. Soyez les bienvenus. Merci, M. Jador. Merci pour votre invitation. Salutations à mon co-débatteur qui est avec moi sur ces plateaux. Et mes salutations aux braves gens qui nous suivent à partir de leurs écrans dans toutes les provinces de la RDC ainsi que dans la diaspora. Donc on est ici pour parler de la République qui nous tient à cœur dans l'esprit patriotique. Merci. Je rappelle que Larousse Mouya fait partie de la jeunesse intelligente de l'UDPS. Oui, peut-être que vous pouvez voir les choses sous un autre angle, ça dépend de l'angle auquel on appartient. Mais moi, je le trouve percutant et intelligent. Au-delà de divergences de points de vue qui peuvent exister certainement entre les humains. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup, ça me va droit au cœur. On est là pour servir la nation. Merci beaucoup et j'espère que votre voix sera entendue. Merci. Nous avons aussi à ma gauche et à votre droite, bien entendu, Marius Moubalama. Lui est moukwegiste. Il revient pour cogiter sur le matière édictée tout à l'heure. Comment allez-vous? Je vais bien, M. Gédéon. Merci pour l'invitation. Merci pour la considération que vous avez à ma modeste personne. Chaque fois, vous m'invitez sur ce plateau pour cogiter autour de l'actualité. Mes salutations à nos téléspectateurs qui seront en train de nous suivre en ligne, mais également à mon co-débatteur, M. Larousse, avec qui nous allons partager un moment républicain. J'estime que le moment sera républicain, un moment où nous allons cogiter pour l'intérêt, n'est-ce pas, de la nation. Parce que je l'ai toujours dit, que nous n'avons pas des choses à défendre tous ensemble. Nous n'avons que la RDC. Le seul bien commun que nous pouvons défendre. Si demain il n'y a pas le Congo, on ne parlera plus des Congolais. Et donc, à l'intérêt général, nous serons là pour défendre l'intérêt national. Allez, sans détour, nous allons attaquer directement l'actualité. Et l'actualité
reste évidemment dominé par la main tendue, inattendue du président congolais à son homologue rwandais Paul Kagame. D'entrée de jeu, Marius Moubalama, j'aimerais avoir votre avis après avoir suivi ce débat qui s'est enflé depuis quelques heures. Sous quel angle vous placez, vous voyez la main tendue du président à Paul Kagame? Monsieur le journaliste, merci. Vous savez, nous l'avions aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui que nous l'avons. Aujourd'hui, c'est juste pour répéter. La diplomatie congolaise a commis beaucoup d'erreurs diplomatiques. La conséquence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de quémander la paix au Rwanda. Moi, je vais remonter l'histoire pour faire comprendre aux Congolais que nous ne devons jamais quémander la paix au Rwanda. Par le passé, selon l'histoire, si vous lisez 3 siècles, je dis bien 3 siècles chez les Bashi. C'est un livre qui retrace l'histoire des guerres de 3 siècles qui existait entre les royaumes Bushi et les royaumes du Rwanda. Pour dire que la guerre que nous connaissons aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Les Bashi, qui sont un peuple de la RDC, ont combattu contre l'agression, contre les différentes agressions rwandaises durant 3 siècles. Et pendant toutes ces guerres-là, la RDC sortait toujours victorieux. En fait, les royaumes Bushi sortaient toujours victorieux. Les Bami de l'époque, disons, les rois, ils organisaient des hommes, ils organisaient leurs armées pour faire face à l'agression rwandaise. Et chaque fois, les Rwandais entraient, parce qu'il faut le savoir, c'est que les Rwandais enseignent à leurs enfants. Ils leur disent que les terres qu'il y a au Congo sont des terres promises pour eux. Et ils doivent se battre pour venir les récupérer. Donc le visée expansionniste du Rwanda ne commence pas qu'avec Kagame. Ça commence pas avec Kagame. Ça commence pas il y a 30 ans. C'est depuis ce siècle-là que les Bami de Bashi se sont bâtis avec bravoure. Je dis bien, durant 3 siècles. Et pas une seule fois, nous avons perdu la bataille contre le Rwanda. On gagnait toujours. Et par moment, les hommes de ce roi traversaient la rivière Ruzizi et poursuivaient les Rwandais jusque dans leur dernier retranchement chez eux au Rwanda. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons nous plier. La paix ne se quémande pas. La paix ne se négocie pas. On se défend. Et le chef de l'État, sous fond de l'article 74, il a juré qu'il va défendre l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Et nous devons, pour que cela soit effectif, on doit travailler sur la construction d'une armée forte. Nous devons aussi avoir une diplomatie forte. Le temps de construire cette armée forte que vous voulez bien, il commence par tendre la main à son homologue pour sur le plan à parvenir à ce qu'il appelle la paix des braves. C'est pas bien réfléchi. Sur le plan diplomatique, M. Gédéon, cette paix des braves-là, nous étions déjà au bord de la guerre. Encore un autre digne fils de ce royaume Bushi, à l'heure où nous sommes en train de parler déjà aujourd'hui, travaille déjà pour coincer Kagame, un fils de ce royaume-là. Parce qu'il est docteur Denis Mukwege. C'est un des grands notables de ce royaume-là aujourd'hui. Et il a travaillé, c'est connu de tout le monde, que si les sanctions ont tombé contre le Rwanda, c'était le travail de Denis Mukwege qui l'a mené au niveau de l'Union européenne et dans plusieurs pays de par le monde. Et la résolution 2773, qui allait dans le sens de démanteler totalement le M23, qui demandait à ce que le RDF puisse se retirer immédiatement sans condition sur le sol congolais, mais également obliger de cesser les faits immédiats. Mais le gouvernement congolais est allé au-delà de cette résolution-là pour aller se retrouver à dos avec le Rwanda, mais également à dos avec le M23. Non, le Rwanda n'est pas à Doha. Doha, c'est un processus qui ne concerne que... Non, le gouvernement congolais, le président de la République s'était retrouvé à dos avec le président Kagame. Il ne faut pas oublier ça. Après que le gouvernement congolais entre en négociation avec le M23, Mukwege avait déjà travaillé pour ces sanctions-là. Et Kagame appela sa population à serrer la ceinture. Parce que les sanctions qui sont en train de tomber vont impacter fortement sur son économie. Vous avez vu tous les pays de l'Europe, y compris les États-Unis. Ils ont pris des sanctions contre ces pays. Mais la diplomatie assistante qu'on nous avait vantée, qu'on nous avait présentée, a prouvé largement ses limites en allant signer ces différents accords. Parce que ces accords-là ont constitué un bouée de sauvetage pour Kagame. Il y a même que les sanctions n'ont pas suffi à l'heure actuelle
à faire fléchir le Rwanda. Qu'en est-il aujourd'hui de la résolution 2773 Voilà. que moi j'estime peut-être que ce n'était qu'un coup de bluff. Qui a brisé l'élan donné par Dr Denis Mukwege? Mais c'est le gouvernement congolais. Pendant qu'on travaille sur les sanctions, pendant que les sanctions étaient en train de tomber, c'est à ce moment-là que le gouvernement congolais décide de se retirer et aller négocier avec le Rwanda. Cette résolution-là, ce n'est pas une résolution venant de l'Union européenne ou bien venant de l'Union africaine. C'est venu du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc tous les pays du monde ont voté contre le Rwanda pour que les sanctions soient appliquées. Et déjà, on y travaillait. Mais malheureusement, la diplomatie qu'on nous a vantée ici, c'est compliqué. Kagame, c'est un homme qui n'aime pas la paix. Et cela, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous ai retracé l'histoire de 3 siècles. Ce n'est pas aujourd'hui que Kagame peut nous laisser tranquille. Nous devons nous organiser à l'interne. La faiblesse qu'il y a à l'interne, on doit y travailler pour relever le défi. L'État n'est pas présent sur toute l'étendue du territoire. Or, Denis Mukwege avait démontré comment est-ce qu'il pouvait mettre en place la brigade de vigile des frontières pendant la campagne. Parce que nos frontières sont poreuses. Nos frontières ne sont pas protégées. Ils sont entrés à Bunagana comme s'ils étaient en marche de santé. Les gangsters du M23. C'est à tout moment que Rwanda entre sur notre territoire et fait ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et donc, sur le plan diplomatique, le pari était en train d'être gagné. Mais la faiblesse du pouvoir en place, c'est ce qui nous amène à quémander aujourd'hui la paix auprès de Kagame. Mais ce n'est pas Kagame qui va nous donner la paix. Et surtout que, on a de se tromper. Dire que non, c'est avec Kagame et Tshisekedi qui vont faire la paix. Kagame restera un proxy téléguidé. Il est utilisé par une certaine mainmise qui cherche à avoir accès de façon illégale sur nos matières premières qui sont stratégiques pour la transition énergétique. Merci. On doit comprendre ça. Merci. Et c'est à ces gens-là qu'il faut toucher pour trouver la solution, pour amener Kagame à fléchir. Allez, Marius Mouya, Larousse Mouya. Vous avez suivi Marius Moubalama. Aujourd'hui, est-il vrai que la RDC est en train de commander la paix? Ou nous sommes arrivés à la phase déterminante où il faut changer des politiques de façon à préserver le meuble? La question est qu'on est dans la droite ligne de ce qui est fait. Parce qu'aucune batterie n'a été négligée dans la quête de la paix définitive et totale pour la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de notre territoire. Encore plus récemment, on a eu cette signature dont parle mon co-débatteur, M. Moubalama, le 27 juin à Washington. Mais avant ça, il avait été précédé la mise en place de cette résolution 2773, où on demandait au Rwanda carrément de quitter notre territoire. Mais le Rwanda n'a pas respecté cette résolution. On est allé avec les USA, on les a amenés à signer. Ils ont signé, mais ils ont continué à faire comme si il n'en avait rien. On est en pourparlers avec les M23 à Doha, dans un cadre bien défini, dans la droite ligne de ce qui avait été voté dans la résolution 2773 et dans la droite ligne de ce qui avait été signé dans l'accord de paix entre nous et le Rwanda à Washington. Donc on est en train de dialoguer, de parler dans ces cadres-là. Mais il se trouve que... Il dit que vous avez coupé l'élan à toute cette guerre diplomatique. Absolument pas. Parce que la diplomatie de la RDC est conduite par ceux qui sont à la tête du pays et ils ne peuvent pas couper l'élan de ce qu'eux-mêmes ils ont défini. Il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord, dans ce que mon co-débatteur a dit, et je préfère beaucoup plus m'apaisantir sur quoi on est d'accord, puisqu'on a un seul ennemi qui est Paul Kagame. Donc voilà, je ne veux pas me verser dans des débats où je vais tirer le drap de mon côté, mais la question ici, comme il a dit, on n'a pas deux choses qui peuvent nous mettre ensemble. Il n'y a qu'une seule spécifiquement, qui est les RDC. Donc la nation est agressée, l'agresseur c'est Paul Kagame, on l'identifie bien. Alors, parler avec les M23, oui, obtenir la cessation des hostilités, effectivement, mais la vérité est que c'est lui qui a la traite. Il a retracé l'histoire, il a parlé de 3 siècles d'agression rwandaise sur nos communautés de l'Est de la République spécifiquement. Kagame n'a pas commencé aujourd'hui, et cette agression ne fait pas que de mort à l'Est de la République. Il ne parle pas de Kagame, il parle du plan rwandais contre la République démocratique du Congo. Donc le visée expansionniste ne commence pas avec Kagame aujourd'hui. Absolument. Donc, en ce moment ici, c'est lui le commandant en chef de
ces opérations multiples, AFDL, CNDP, RCD, et tout ça aujourd'hui, M23, AFC et tout, voilà. Donc, lui, aujourd'hui, il a la capacité, effectivement, de dire à ces gens-là, donner un ordre, puisqu'ils sont dans des formes d'opérations militaires, donner un ordre de cesser les hostilités, ça se passera comme ça. J'ai entendu des gens, surtout du côté rwandais, ils disaient que vous avez amené un débat qui n'a pas à avoir lieu dans un cadre des affaires. Vous êtes des hommes d'affaires aussi, vous ne pouvez pas aller investir, mais créer une boutique dans un quartier où il y a tout le temps de Kuluna. C'est pas bon pour vos affaires. Les gens ne vont pas vous dire, vous allez dépenser, on peut même vous piller. Donc, avant d'appeler les gens de venir investir chez vous, il faut prendre en compte spécifiquement le climat des affaires, dans toutes les questions, entre autres la sécurité. Voilà. Donc, ils veulent éluder les débats, dire que non, il a amené un débat qui n'a pas à avoir lieu ici. Alors, le chef de l'État dit, je prends en témoin ces forums à travers lui, le monde. Et je vous demande aujourd'hui qu'on puisse travailler pour la paix, appeler vos gens, demandez-leur d'arrêter. Dans la droite ligne de ce qui est fait, parce que qu'est-ce qui a été fait? La signature d'accords que nous avons, de l'accord que nous avons tous salué. C'est aussi demander au Rwanda de prendre ses responsabilités. Ils ont fait des fous fouillants en parlant des FDLR et tout le travail, mais on sait qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils sont parvenus à nous dire que les FDLR, ça n'a jamais plus été une sorte de menace pour eux. On est allé dans tout ce qu'il faut pour en terminer. Mais la question est qu'au moment où le chef de l'État tient ces discours-là, sur la ligne des fronts, les batailles continuent. Sur la ligne des fronts, notre aviation continue de pilonner des positions ennemies. Hier, on a fait plusieurs capturés et plusieurs éléments du Rwanda se sont rendus auprès de nos hommes. C'est ça la vérité. Mais ça, c'est la face de ce que les gens n'ont pas vu. Bon, certains journalistes et spécialistes écrivent sur la question spécifiquement. Certains sont plus restés sur la main tendue. Même quand une situation d'hostilité parvient à se régler dans l'hostilité, la guerre, et que vous finissez par gagner, mais une guerre finit toujours sur une table. Puisque vous devez signer des traités de paix, vous devez définir de termes, établir des responsabilités, voir qu'est-ce qui va payer les réparations dans ce qu'il y a eu comme casse. Donc, c'est ça. La diplomatie, c'est une forme de pendant pour la guerre. Bon. Et pour faire une guerre, entrer dans une guerre intensive, j'entendais certains expliquer que l'on doit bombarder les Rwandais spécifiquement. Moi, je suis pour cette ligne, assez efficacement. En ce moment, on est en cours d'un processus diplomatique. Vous ne pouvez pas, pendant que vous êtes dans ces processus, lancer les hostilités à grande échelle. Et en même temps, il y a des formes de préparation qui sont faites en cours dans le secret de la défense. Alors, on se demande alors qu'est-ce qui a concrètement changé pour qu'aujourd'hui le président Tshisekedi adopte un autre ton, contrairement à celui qu'il avait tenu il y a quelques mois. Je me rappelle lors de l'élection, la campagne présidentielle, il a affiché un ton ferme, sévère, vis-à-vis du boucher de Kigali. Je parle bien de Paul Kagame. Il a promis même de faire feu au Rwanda. Et à la moindre escarmouche, il marcherait sous Paul Kagame et tout son régime. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui pour que le ton qu'il a adopté il y a quelques mois change finalement? On a vu tout ce qu'il y a comme médiation autour. Doha, l'administration Trump, l'Union européenne. Avec quelle garantie, quelle assurance que nous réserve ce processus en cours? Vous ne devez pas vous laisser aller par tout ce qu'il y a comme appel, par tout ce qu'il y a comme proposition. Vous devez avoir votre diktat. Nous, ce que nous voulons, c'est la restauration totale de nos espaces et la restauration de l'autorité de l'État. Donc voilà. Mais une question sur laquelle nous tenons spécifiquement, c'est parce qu'il ne peut pas y avoir de paix durable sans justice équitable. C'est là où ils ne veulent pas nous entendre. Ils veulent que nous puissions, par exemple, quand ils parlent de dialogue, c'est encore dans le format des 1+4, où des gens qui avaient tué nos compatriotes exigeaient de rester là où ils avaient commis des massacres. Et ça leur avait été accordé. Vous vous imaginez un homme ou une femme qui se rendait compte que ces éléments ici avaient violé ma femme, mais ils sont restés là, ils commandent à ces endroits-là. Avec armes et munitions, notre population dans l'Est de la République a vécu dans la peur. Est-ce qu'on a le moyen de leur imposer un non catégorique? Nous avons les moyens. Nous avons les moyens et on va les contraindre, on va l'obtenir. Surtout, ils ne veulent pas quoi? Ils veulent que nous puissions dialoguer comme ça, qu'ils puissent rentrer dans les institutions et surtout qu'on ne parle pas de la justice. Alors que des responsabilités doivent être établies. C'est une question qui est encore longue et même quand on va terminer avec, même quand la dernière cartouche sera tirée, on va continuer à exiger les réparations, la justice, les responsabilités devraient être établies. C'est ça que Paul Kagame ne veut pas entendre. Lui et ses hommes, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Et à ça, nous tenons jusqu'au bout.
Pas des dialogues s'il faut élaguer la question de la paix, de la justice, de la responsabilité de tout un chacun qui doit être établie. Donc voilà. Merci. Il y a le ministre des Affaires étrangères qui a, dans la foulée, réagi à la main tendue du président congolais Félix Tshisekedi. Il a qualifié cet acte d'un cinéma politique. C'était ça bien le mot, Marius Moubalama. Êtes-vous d'avis que cette main tendue du président Tshisekedi avec cette diplomatie que d'aucuns qualifient des versatiles, d'inconséquentes, est en train d'humilier la République démocratique du Congo sur la scène internationale? Merci. Permettez-moi d'abord de dire à M. Mouya qu'il n'a pas la place à l'IDPS. Comment ça? Il n'a pas vraiment la place à l'IDPS. Il est membre fictif de l'IDPS. Laissez-moi m'exprimer, messieurs les journalistes. Il n'a pas place à l'IDPS. Sa place, c'est où? À côté de Dr Denis Mukwege, nous avons besoin des intelligences comme ça. La porte est grandement ouverte. Parce que quand vous plaidez pour la justice, ça n'a jamais été le cas. Là où vous êtes aujourd'hui. La justice, c'est nous qui demandons depuis longtemps. Et nous saluons quand même le chef de l'État qui, du haut du tribune de l'ONU, a demandé cette fois-ci que le génocide congolais soit reconnu, que la justice soit faite. La justice, c'est la réparation. La réparation. Pendant les 7 ans de ce pouvoir, il n'avait jamais fait allusion à cette chose. Donc je vous invite à faire des recherches sur le docteur Denis Mukwege, à lire sur le docteur Denis Mukwege. Je peux même vous envoyer des éléments qui peuvent vous séduire en fait des régions. Ne ramenez pas les débats, le réduire à la personne de Mukwege. Je trouve qu'il est carré dans sa question. Oui, vous dites que si cette diplomatie-là ne nous cause pas la honte et tout. Mais je l'ai dit, que la diplomatie congolaise a largement échoué. On a applaudi Mme Kaikwamba par rapport à l'accord qu'il est allé signer à Washington. Mais malheureusement, tous les autres politiciens congolais, de la majorité comme de l'opposition, la plupart, eux aussi ont salué cet accord-là. Il n'y avait que nous, et un petit poignet de Congolais qui avaient dit au pouvoir en place que cet accord-là ne va pas nous amener à une paix durable. Surtout que nous sommes en train de brader nos richesses, nous sommes en train de mettre en péril l'intégrité et la souveraineté. On nous avait traité de tous les noms d'oiseaux. Non. Aujourd'hui, à quoi servirait de garder les richesses pour nous-mêmes si elles sont cause des guerres à répétition que nous vivons dans la partie? Ça, c'est quelle réflexion? On ne garde pas nos richesses pour nous. C'est une question que je vous pose, c'est pas une réflexion. On ne garde pas nos richesses pour nous, mais il y a possibilité de mettre en place des mécanismes de gagnant-gagnant. Si le Rwanda avait travaillé au Congo, il a la possibilité, monsieur les journalistes, prenons les cas dans les domaines de tourisme, il a la possibilité de créer une entreprise de droit rwandais au Congo. Nous avons des banques ici qui ne sont pas des banques congolaises, ce sont des banques de droit étrangers. Il peut venir, il demande officiellement. Mais là, il veut être co-gérant selon l'esprit de l'accord de paix de Washington. Mais Mouya a dit que l'on est dans la droite ligne de processus en cours. Je vais revenir sur ce qu'il a dit par rapport à la droite ligne. Voilà pourquoi aujourd'hui, le gouvernement, il y a un sursaut patriotique. Ils ont compris qu'il y avait danger dans cet accord-là. Aujourd'hui, ils ont refusé de signer l'accord économique qui est lié à cet accord de paix. Ils ont refusé. Pourquoi ils ont refusé? Ils ont compris qu'ils étaient en train de mettre en péril, en danger l'intégrité et la souveraineté de notre pays. Parlons sur le côté hydroélectricité. Est-ce que ça fait sérieux? Vous êtes dans un processus, vous êtes sur le point d'apposer votre signature, après vous rétractez. Non, c'est pas sérieux. Nous avions, avant qu'on signe l'accord de paix de Washington, nous, Mukwegistes, nous avions interpellé le gouvernement de Kinshasa qu'il ne fallait pas aller dans cette logique-là. Parce que la logique bilatérale dans laquelle on a de nous mener, on a de nous présenter comme si le conflit que nous sommes en train de vivre à l'est du pays aujourd'hui, c'est un conflit bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Or, ce conflit, si Mukwege l'avait bien dit, que c'est un problème régional et international. Et la solution à ce conflit-ci était déjà trouvée en 2013 à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Parce que quand vous lisez l'accord cadre d'Addis Abeba, était global. Et aujourd'hui, Mukwege revient en disant qu'il faut organiser, ça c'est la solution donnée par Mukwege. Au-delà du dialogue interne, il faut organiser une conférence internationale sur la paix en RDC, qui aura pour objectif de revitaliser cet accord cadre d'Addis Abeba. Et il ajoute une nouvelle donne, ce qui n'était pas à Addis Abeba. Il veut associer dans l'accord les opérateurs économiques du secteur privé. Parce que les opérateurs économiques, ils sont aussi parmi les éléments dangereux qui font le commerce illicite de matières premières, qui est le mobile de tueries, de massacres, d'assassinats de nos peuples.
Il veut que les opérateurs du secteur privé, étrangers et nationaux viennent sur la table de négociation avec le pays membre de CIRGL et la communauté internationale, qu'on discute, qu'on négocie, afin que nous puissions trouver solution à la base. Aller avec le Rwanda, on peut trouver solution avec le Rwanda aujourd'hui, mais demain, ça sera l'Ouganda. Vous savez, quand on parle de coopération économique et tout, ça existe déjà entre la RDC et le pays des sous-régions. Je vous informe qu'à Bukavu, il y a une société d'électricité qu'on appelle Sinelac, Société internationale d'électricité des pays des Grands Lacs, qui est installée sur la rivière Ruzizi, produit l'électricité pour la RDC, le Rwanda et le Burundi. Ouais. Donc la coopération économique existait déjà. Mais aujourd'hui, on veut avoir des accords particuliers entre la RDC et le Rwanda pour les mêmes questions, alors que ça existe déjà et c'est fonctionnel. Donc cette logique-là de bilatéral, ça a été une très très mauvaise logique qui aujourd'hui prouve aujourd'hui les limites. Mais M. Mouya a dit que les discussions qui sont en cours vont en droite ligne des résolutions 2773. Mais je m'inscris en faux. Parce que ce qui est dans la résolution 2773 et ce qu'on a signé dans l'accord de paix de Washington, c'est le jour et la nuit. Dans la résolution 2773, on intime l'ordre au Rwanda de retirer ses forces, les RDF, immédiatement et sans condition. Ça, c'est la résolution 2773. Tandis que dans l'accord de paix, il a dit quoi? Qu'un mécanisme conjoint sera mis en place pour traquer identifier, traquer les FDLR. Voilà, Ouais. les dernières. Et une fois cela sont traqués et neutralisés, c'est alors que le Rwanda pourra lever les mesures défensives sur la RDC. Est-ce que vous comprenez un peu cette divergence-là? Donc, notre narratif à l'interne, M. Mouya le disait toujours, que nous sommes agressés par le Rwanda. Et c'est ça la vérité. Mais dans l'accord de paix, on n'a pas dit que nous sommes agressés par le Rwanda. Dans l'accord de paix, on a dit que non, le Rwanda a pris des mesures défensives contre la RDC. Le chef de l'État aux tribunes de l'ONU, il a montré noir sur blanc et clairement que les RDF ne sont pas sur le territoire congolais. Mais dans l'accord de paix, vous dites que vous allez le combattre. Dans la résolution 2773, on demande à ce que Nanga puisse démanteler les différentes administrations parallèles qu'il est en train de mettre en place. Vous savez qu'à chaque fois, Nanga prend un territoire, il installe son administration propre à lui. On a demandé dans la résolution de démanteler ça. Mais pendant que cela est demandé dans la résolution, mais le gouvernement de Kinshasa prend les luxe d'aller négocier avec Nanga à Doha. Mais c'est vous-même qui êtes en train de légitimer ceux qui agressent le pays. Vous aviez présenté, le gouvernement a présenté l'M23 comme un groupe terroriste. Et c'est vrai, ce sont des terroristes. Ils doivent être traités en tant que tels. Mais ceux qui sont terroristes, vous acceptez d'aller négocier avec eux. Les terroristes, oui. Est-ce que vous mesurez bien l'essence du mot terroriste? Est-ce qu'ils le sont? Ou c'est les actions, s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Qui est un terroriste? Ou comment on définit le terrorisme et comment ça s'opère? Tous les massacres, tous les assassinats, tous les tueries qui se vivent à Goma, à Bukavu et dans toutes les zones occupées aujourd'hui. Les acteurs des droits, les activistes des droits de l'homme n'ont plus mot à dire dans ces zones-là. Et ça, ce n'est pas des actions qui s'apparentent au terrorisme. Ça s'apparente, mais ce n'est pas les terroristes. Non, quand vous tuez des gens, vous occasionnez des viols. Parce que nulle part au monde, les groupes terroristes sont appelés à être réduits en néant. On ne discute pas avec un groupe terroriste. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà, vous me comprenez. Vous me comprenez. C'est ça la grosse erreur commise par l'administration, par la diplomatie congolaise. Pendant que vous traitez ces gens-là de terroristes, c'est ce que vous avez présenté au monde. Mais vous-même, pendant que le monde a déjà pris une décision, une résolution, mais vous décidez d'aller négocier avec eux. Vous les légitimez. Non, ils ne sont plus terroristes, vous leur donnez une certaine valeur. On a qualifié ces groupes de terroristes, mais on n'a pas su le démontrer. Ouais, pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde converge vers l'idée de dialoguer, de négocier avec ces gens-là. Je reviens, pour arriver à la paix. 30 secondes. Je reviens sur la question de la justice qu'a évoqué M. Larousse Mouya. On ne pourra jamais s'imaginer construire une paix durable tout en marchant sur les attributs de la justice. L'accord de paix signé à Washington a largement marché sur les attributs de la justice. On a ignoré la justice. Et quand je parle de la justice ici, comme
crime de guerre, crime contre l'humanité, je vois la justice du genre tribunal pénal international ou CP. Parce que c'est qui est de la compétence, n'est-ce pas, de CP ou bien du tribunal pénal international. Quand vous lisez les rapports mapping, tous les massacres qui sont retracés là-bas, ils sont caractérisés, ils sont du caractère du génocide. Quand on s'attaque à toute une ethnie, on veut embrasser tout un groupe religieux. Vous connaissez le Malkia au Oubembe, l'église qu'on avait, dont on a tué les fidèles, plus de 120 fidèles dans le Oubembe. Ça, c'est déjà un génocide. Mais là, c'est une question qui peut être comprise à double entente. Le génocide, ça va d'une analyse politique et juridique. Il ne suffit pas seulement de se limiter à dire que nous vivons un génocide. Il faut qu'une analyse juridique soit menée, nous ne sommes pas pour prouver que réellement on est en face du génocide. Merci beaucoup. Je finis. Bon. La parole va tourner, vous allez revenir. Gardez la main. Larousse Mouya. La question, c'est de savoir, le président a bien fait d'étendre la main à Paul Kagame. Peut-être, il s'est rendu compte de quelque chose que toi et moi, nous ne savons pas encore. Peut-être qu'il constate que le processus dans lequel le pays est engagé ne donneront pas le résultat escompté. Je parle en termes de probabilités. Il est peut-être probable qu'il s'est rendu compte de quelque chose. Ma question, à quand le président fera-t-il de même avec l'opposition? À quand la main tendue à l'opposition? Parce que tout le monde nous rappelle qu'il faut un dialogue à l'interne, un dialogue national inclusif. Dialogue national inclusif. Je ne pense pas qu'au moment où votre maison commune est agressée, c'est le moment où les gens peuvent profiter pour essayer d'avoir des positionnements politiques. Je trouve ça anti-patriotique en ce qui me concerne. Je trouve ça très malsain, très malsain. Parce que nous savons ce qui se passe. D'un côté, il y a certains, parmi ceux qui demandent ces dialogues, vous reconnaissez que l'agresseur c'est Kagame, d'autres ne le reconnaissent même pas. Et vous savez que c'est une agression rwandaise, mais vous êtes en train d'expliquer aux Congolais que la paix va revenir si nous parlons. Alors c'est vous qui avez des armes en train de tuer nos populations. Alors que tout le monde, ça a été établi par tout le monde aujourd'hui que l'agresseur c'est Kagame. Les armes viennent de là. Et ça ne date pas aujourd'hui l'agression que le Rwanda fait à nos terres. Mais vous nous expliquez que si on dialogue avec une telle part de la classe politique, la paix va revenir. Donc ça veut dire que c'est vous qui êtes commandé par Kagame. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'il demande dans cette forme de dialogue qu'il demande? C'est obtenir un peu le format de ce qu'on a eu avec les 1+4, où des gens qui avaient tué, qui avaient massacré, qui sont inscrits dans le rapport de mapping, étaient revenus avec poste, grade et tout, notabilité. Ils étaient devenus des intouchables. Ils sont encore là aujourd'hui, ils donnent des leçons. C'est pas comme ça qu'on construit une grande nation. Avec des gens qui ont versé du sang de nos compatriotes, qui continuent à être recyclés dans la classe politique, et à gagner encore plus d'argent. Et le jour où ils sont battus aux élections, le jour où ils ont d'autres raisons rappelées par leur autorité morale, les chefs des terroristes, moi j'appelle ça, c'est du terrorisme. Ce qui se passe, c'est ce que nous avons vécu pendant plus de 30 ans. C'est un génocide. Donc quand ils sont rappelés pour répondre du service, agresser la nation, alors voilà. Donc à chaque fois que Kagame ne sera pas content, il aura toujours ces éléments dans la politique congolaise, dans l'armée, dans notre appareil judiciaire. Et s'il n'est pas content d'une telle ou telle autre chose, alors il peut toujours activer un autre mouvement. Il en est fini. Pour mettre fin à ça, c'est comme ça qu'on doit aller mettre définitivement fin à cette crise, par la diplomatie si possible, ou sinon par la guerre. Et si on va dans une guerre intensive vis-à-vis du Rwanda, on nous aura conduit des forces, puisque ce n'était pas notre première option. On nous aura conduit des forces. Et enfin, ce qui fait la force dans une guerre, c'est l'arithmétique. Et en termes démographiques, voilà, nous avons tout ce qu'il nous faut pour mettre à mal le Rwanda et le mettre à genoux. Mais ce n'est pas dans l'intérêt de la RDC, spécifiquement, au fond, mettre le Rwanda à genoux. Je ne connais pas de pays qui change d'adresse. Le Rwanda, c'est un voisin. On est là, on restera voisin. Il y a deux éléments perturbateurs qui sont comme Paul Kagame et tous ceux qui travaillent avec lui, James Kabarebe, et tout ce cortège de malheurs qui ont endé la RDC depuis très longtemps. Ce sont des personnes qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, éliminer ou éliminer leur action. Mais
Mais même avec la cessation de ces hostilités par la guerre ou par la diplomatie, ce sont des personnes qui doivent être traduites en justice. Le chef de l'État en a parlé récemment du haut de la tribune des Nations Unies, où il a où il a évoqué les rapports Mamping. Ça remet en cause pas que les autorités rwandaises. Vous n'êtes pas pour le dialogue à l'interne, mais pourtant c'est ce qui nous est demandé par tous. Pas par tous. Par Assad une classe. l'a rappelé récemment. Par une et classe. même c'est ce qui est même convenu à Washington. Par une classe. Le processus où l'accord ne sera pas complet sans l'accord de finale du Doha. Les dialogues, ça... Et toujours, même le dialogue à l'intérieur. Le dialogue, ça fait partie de notre culture. Échanger et parler. Mais parler pour quel objectif? Puisque nous savons que ceux qui demandent le dialogue en ce moment et qui nous expliquent que non, la paix sera rétablie une fois qu'on aura parlé, ne montreront pas au front. Ce ne sont pas des experts stratèges en attaque, en ceci, en artillerie, voilà. En rien. Donc, ce sont des gens qui vont exiger des postes après. Et quand ils vont obtenir ces postes, ils vont continuer la vie va et tout ce qui va avec. Donc, alors que la question qui nous pend au nez depuis plus de 30 ans, c'est la guerre à l'Est. La guerre avec qui? La guerre avec Kagame. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc voilà. Alors que la guerre avec Kagame, parce que Kagame trouve des Congolais des services qui font allégeance à lui. Effectivement. Et il faut vider leur raison ou encore leur prétexte en dialoguant et en nous mettant d'accord sur la nouvelle trajectoire que nous devons donner à ces pays. Ce sont des personnes qui ont été séduites par le discours de Paul Kagame, qui ont pris les armes pour endeuiller leurs compatriotes. Vous pensez, qu'est-ce qui va se passer une fois que vous dialoguez avec eux, ils sont dans nos institutions? Ils vont être au service, pas de la nation, mais au service du Rwanda. C'est comme ça que ça se passe. Donc, est-ce qu'on peut refaire ce qu'on a fait pendant 30 ans et qui n'a pas donné de résultats? On parle ici d'une paix durable. Pourquoi on n'a pas eu de paix durable? Puisqu'il n'y a pas eu de justice équitable. Nous avons dans notre classe politique aujourd'hui des gens qui ont tué, qui ont commis des massacres dans cette nation. Ils sont là, s'ils sont tranquilles, c'est pourquoi. Ils n'ont pas été poursuivis, ces messieurs, qui pensent nous donner des leçons aujourd'hui. Et nous autres, quand cette guerre a commencé, on n'avait peut-être pas l'âge que nous avons aujourd'hui. Donc voilà. Les gens de notre génération, ils ont grandi avec ça, la nation qui va mal. Et quand vous voyez des gens qui sont témoins, qui ont vécu l'agression rwandaise à même leur corps, vous ne sortez pas de là vivant. Il y a quelque chose en vous qui meurt complètement. Vous parlez de la justice. Et sur ce point, vous vous mettez d'accord, bien d'accord. Mais moi, je me dis, la justice, c'est bien. Mais aussi longtemps que notre pays, l'État n'est pas fort, comment la justice peut être un moyen pour arriver à la paix définitive? Est-ce l'essentiel n'aurait pas été celui d'abord de créer un État fort avec tous ses attributs, comme vous l'avez rappelé tantôt, avant peut-être de penser maintenant à avoir la justice pour tous et la réparation, et, faute de ne pas s'y plier? On est peut-être obligé de dialoguer? Non, on n'a pas le choix que d'aller dans la situation où on se trouve et d'exiger tout ce qu'on... C'est parmi les éléments pour parvenir à la paix totale. Donc voilà. Nous avons une justice qui reste encore malade. Hein? On a une justice qui reste... comment vous allez faire... Nous avons une justice qui reste malade. Évoluer ses fronts. Nous avons une justice qui reste malade. C'est un travail, on en est conscient, qui est à faire. Voilà. Et cette justice résulte de quoi? Résulte de 30 ans aussi, où cette nation a été laminée. Voilà. Donc, mais à part ça, il n'y a pas que la justice nationale qui va prendre en question la question de l'agression rwandaise. Nous parlons d'une justice bel et bien internationale, entre autres. Il faut spécifiquement un nouveau Nuremberg pour la RDC, comme on a eu le procès de Nuremberg après la Seconde Guerre mondiale, où les officiers nazis ont été jugés, effectivement. Et les officiers nazis de l'autre côté, ça sera quoi? Pas que le Rwandais, malheureusement, d'autres Congolais qui ont travaillé avec Kagame. La justice internationale va sans dire que notre leadership doit s'affirmer et une diplomatie efficace pour renverser l'ordre en cours, l'ordre de choses. Notre leadership s'affirme et en parle. Il n'y a pas meilleur endroit pour parler des questions comme ça et se faire entendre au niveau international que la tribune des Nations Unies, et le chef de l'État l'a dit. Encore, pour revenir à ce qu'a dit mon co-débatteur, M. Marius, voilà, le 27 juin, le jour de la signature de l'accord de paix avec le Rwanda, notre ministre des Affaires étrangères avait fait donner une sorte d'entrevue. Elle a expliqué aux journalistes que nous parviendrons à signer les questions sur les intégrations économiques que quand on parviendra, quand le Rwanda commencera à retirer
ces éléments sur notre sol. Effectivement, là, elle n'a pas démérité. Encore une fois, on s'est retiré parce qu'on ne peut pas aller vite en besogne, signer la coopération économique, alors que sur le terrain, vous continuez à agresser notre nation. On a dit non. Tshisekedi dit qu'il n'y a que Kagame et moi qui sommes capables de mettre fin à cette escalade. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce aujourd'hui la paix passe à tout prix par les deux hommes, ou il faut que chacun de nous, ou chacun de Congolais, joue véritablement un rôle, y compris Joseph Kabila? Chacun sa partition à jouer, mais au niveau des États, il y en a qui commandent. Et si aujourd'hui Paul Kagame donnait un ordre à ceux qui sont sur notre territoire, qui sont en train de commettre des massacres, s'il donne un ordre, ils vont respecter, puisque c'est lui leur commandant en chef. Donc c'est ça, sur ces points-là, il a raison. Et s'il donne un ordre, les chefs de l'État aussi vont réagir en conséquence. Ça se passe comme ça dans toutes les nations du monde. Quand la diplomatie échoue, alors il y a d'autres mécanismes qui prennent la relève. Que Dieu nous préserve d'en arriver là. Mais si on doit en arriver là, alors la nation tout entière doit se lancer dans cette aventure sanglante pour restaurer l'honneur national. Allez, merci beaucoup. Vous allez revenir. Peut-être vous allez faire dans votre temps d'antenne. On change des sujets. On parle Mais je devrais d'abord réagir à du changement de la Constitution. Adolphe Muzito a jeté les pavés dans la mare. Le masque sont tombés. Il est pour le changement du monde. Les scrutins, que le chef de l'État soit élu désormais par les élus du peuple. Que pensez-vous derrière cette initiative d'Adolphe Muzito? En 3 minutes, s'il vous plaît, et s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez bien revenir, vous le faites dans votre temps d'antenne. Je crois que vous allez me donner le même temps d'antenne que Monsieur Mouya. Déjà, vous avez le même temps d'antenne. Là, c'était sa deuxième prise de parole. Par rapport à ce qu'il a dit beaucoup de choses, dont pour certains, je suis d'accord, pour les autres, je ne partage pas. Faites-le dans le 3 minutes. Oui, il dit qu'il est quasiment non patriotique de s'asseoir en négociation entre Congolais pendant que la maison est en train de brûler. Je partage cette idée. Ça ne s'explique pas. Pendant que le pays est agressé, pendant que le pays est divisé en morceaux, qu'on doit s'imaginer qu'il faut d'abord s'asseoir, quand vous avez terminé vos négociations, mais la maison aura déjà fini à prendre feu. Il n'y aura plus rien. Vous allez revenir ménager, vous allez maintenant entrer où? C'est un racontement frauduleux. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous, votre exemple ne tient pas. Nous, Mkwagistes, nous saluons l'approche de la Senko et nous soutenons le pacte social. Mais nous disons ceci. Avant d'aller au dialogue, nous devons d'abord recouvrer, s'il vous plaît, j'insiste sur ce mot-là, recouvrer l'intégrité nationale et notre souveraineté. Vous allez en négociation, les M23 est là, les Rwandais est là, ils vont vous imposer votre rejet. Et Mukwege a donné le mécanisme pour revenir à l'intégrité de notre pays en proposant la tenue de la conférence internationale sur la paix. Dire que la solution ou bien la paix durable passera par Félix et Kagame, c'est faux. Kagame reste un proxy téléguidé. Comme a dit Mouya, que ces M23 sont téléguidés par Kagame, Kagame aussi a ses maîtres qui lui donnent des injonctions. C'est à ces maîtres de Kagame qu'il faut voir qui prenaient déjà des sanctions contre Kagame, qui mettaient déjà Kagame dans des difficultés. Par rapport au crime et massacre que Kagame avait occasionné dans notre pays, que malheureusement le gouvernement, avec sa diplomatie de Mme Kaikwamba, a donné encore le bouet de sauvetage. Ça, c'est compliqué. Pour revenir à votre question de la révision constitutionnelle. 2 minutes pour chuter. Plusieurs fois, nous avions discuté sur ces questions avant que notre pays soit agressé sur votre pays. Il y a Adolphe Muzito qui relance le débat. Adolphe Muzito, il connaît bien la Constitution, peut-être mieux que moi. Mais nous ne devons pas parler de la Constitution ou révision, changement de la Constitution comme si c'est une question taboue. Non. Ce n'est pas une question taboue. D'autant plus que la Constitution elle-même, à son article 219, si j'ai bonne mémoire, a donné les modalités de sa révision. Là, ce n'est pas un problème. À cette même disposition-là. L'article 219 dit qu'aucune révision ne peut se faire pendant l'état de guerre, l'état d'urgence, l'état de siège et pendant l'intérim ou au moment où les deux chambres ne peuvent pas se réunir librement. C'est ça. Le problème. C'est dit l'article 219. L'article 219. Sommes-nous en guerre, oui ou non? C'est là qu'il y a le problème. Au moment où le pays est divisé. En guerre. Le pays est en guerre. Et en état de siège.
en état de siège, on ne peut même pas s'imaginer de réviser moi, je parle de la révision de la Constitution. Surtout que l'article 5, on donne la souveraineté au peuple. On ne donne pas la souveraineté à la population quinoise ou bien à la population de l'Équateur ou bien des Kassai. Pas du peuple. Du peuple congolais. Quand on parle du peuple congolais, c'est l'ensemble du territoire. Mais les pouvoirs en place, as-tu le contrôle sur le site Kivu et le Nord Kivu? Non. Maintenant, les faire, ce sera consacrer cette partie. Non, ça ne va pas se faire, ça ne sert même pas consacrer cette partie-là parce que ça n'aura pas une base légale. Parce que l'article 5 de la Constitution sera déjà, on l'aura déjà violé. C'est ce que je dis. Si on le faisait, ce sera consacrer cette partie aux forces, aux nouveaux occupants. En fait, c'est ça. C'est ça. Et ça va encore renforcer, n'est-ce pas, les arguments qu'ils avancent pour agresser les pays. Parce que tous les arguments qu'ils ont, ce sont des alibis frauduleux qui ne tiennent pas debout. Le véritable motif de l'agression de notre pays demeure les minerais stratégiques qui sont sur notre territoire. Rien d'autre que ça. Et donc, dans des conditions comme ça, on ne peut pas s'imaginer à un changement quelconque. Et quand vous vous souvenez très bien le début de ces débats ici. Et quand ils ont commencé, ils parlaient du changement. Parce qu'ils parlaient de la révision. Parce que la Constitution ne parle pas du changement. Il y a quelques réalités naturelles qui occasionnent les changements. Ou bien, par exemple, je peux prendre par exemple une rébellion qui arrive à Kinshasa. Ça peut amener à un changement constitutionnel. Parce que la rébellion renverse l'ordre institutionnel. Mais tandis que ce n'est pas encore ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le changement de la Constitution, la révision peut bien comprendre. Mais également, quand ce qui concerne la révision, ça pose un problème de légitimité. Les députés qui sont à l'Assemblée nationale là posent déjà problème. Les élections de 2023 ont été émaillées de beaucoup d'irrégularités. Et ces gens-là n'ont aucune légitimité, vraiment, n'ont pas la légitimité de parler au nom du peuple parce que nous voyons déjà leur comportement et ils n'ont pas cette légitimité de toucher ou bien de chercher à tripatuer la Constitution. Et donc, ce sont des rêves, ce sont des utopies qui ne vont pas arriver. Moussito, il est déjà au pouvoir, il s'est battu pour être au pouvoir. Nous l'attendons au résultat. Qu'il laisse le Congo marcher dans le sens où il est en train de marcher aujourd'hui. Nous devons, ce qui doit d'abord conquérir notre réflexion, c'est de travailler pour l'intégrité d'abord de notre pays. Ce n'est pas au moment où le pays est agressé que Moussito peut venir avec des débats comme ça. Qu'est-ce que lui, Moussito, a proposé pour que les chefs de l'État puissent trouver solution au problème qui est à l'Est? Parce que le changement dont tu parles ici, ça ne va pas participer, n'est-ce pas, à ce que nous puissions recouvrir notre intégrité. Des hommes comme ça devraient aller vraiment à la retraite et ne plus parler du pays. Allez, merci beaucoup. Là, Ousmouya a terminé par là. Vous avez suivi les articles avancés sur ce plateau par Marius Moubalama. Pourquoi le changement de mode de scrutin à l'élection présidentielle au moment où le pays est en guerre? Effectivement, vous avez parlé d'une réflexion portée par un acteur politique de premier ordre de notre nation qui n'a pas commencé à réfléchir aujourd'hui sur plusieurs questions qui touchent à notre pays. Hein. Et je crois même qu'en son temps, M. Adolphe Mouzitou, le ministre, parlait déjà de faire la guerre au Rwanda. Et il était impopulaire. C'est une question qui est abordée. Et dans notre Constitution, vous avez dit qu'il y a des dispositions définies pour voir dans quelle manière, sous quelles conditions et quels critériums on peut organiser un changement de cette nature-là. Donc voilà. Et ça, quand il a parlé, à nous autres, il a donné aussi les devoirs de commenter ou de réfléchir. Donc à chacun d'apporter sa position. Moi, ce qui me concerne, j'ai toujours été pour la révision de cette constitution sur plusieurs aspects. Parfois même, certains aspects que j'évoque, même mes amis de ma classe politique et de ma famille politique ne sont pas d'accord avec moi sur certains. Moi, je n'ai jamais été pour la décentralisation. Voilà, j'ai jamais été pour la décentralisation, mais je croise devant moi des gens dans ma famille politique qui aiment la décentralisation. Vous parlez de la décentralisation 26 provinces. Le découpage territorial. Le découpage territorial et la décentralisation qui a été consacrée. Donc voilà. Pour moi, parfois, un ami me disait que tu as des mots forts, ben j'ai dit, mais pour moi, la décentralisation, ça a consacré un peu les régimes des responsabilités, où vous allez entendre tel vous dire non, ça ne relève pas de moi, ça relève de compétences de tel secteur, d'autres non, ce n'est pas les ministres de l'Intérieur, au niveau national, c'est celui au niveau provincial, donc voilà. Moi, j'aurais aimé qu'on revienne un peu à notre formule ancienne, et les autres vont me trouver un peu barbant même, et de quoi est-ce qu'ils parlent?
Donc, c'est la réflexion qui tourne autour de notre Constitution. Et je crois que c'est une question qui mérite qu'on puisse cogiter là-dessus. Et en temps utile, on saura faire les choses en bonne intelligence. Mais le bien fondé du découpage territorial, c'était rapprocher les administrés de leur, des administrateurs. Alors, gouverner des gouvernants. De gouverner des gouvernants, voulais-je dire. Et en même temps, impulser le développement à la base. Alors, revenir à l'ancienne configuration. Est-ce qu'on était prêt? Qu'est-ce que ça changerait dans la gouvernance et dans le leadership? Est-ce que nos populations étaient prêtes? Regardez avec quelle cadence les gouverneurs provinciaux sautent. D'un moment à l'autre, même le chef de l'État, ça en était plein. Donc, à tout moment, les assemblées provinciales font sauter des gouverneurs. Voilà pour... Donc, c'est comme s'il y a des choses qu'on doit apprendre avant d'installer ces régimes-là. Donc, c'est comme ça que cette question de réflexion autour de la révision constitutionnelle trouve une légitimité qui est fondée. On peut cogiter autour et en temps utile, on saura comment faire les choses en bonne intelligence. Mais le débat doit être lancé. Comme a dit mon frère Marius, ce n'est pas une question dont on doit parler en catimini. Non, non. On doit en parler de manière publique, de manière assez à l'aise, puisque chacun trouvera une question pour une autre qui doit nous conduire à la révision de cette constitution. Parlons de Mosito, qui visiblement porte l'agenda du régime. Il ne s'en cache plus. Il n'est pas le premier à lancer ces débats. L'IDPS a porté ces débats. Le président, lors de sa tournée, il avait lancé le président avec sa fameuse phrase historique quel est ce Congolais qui m'empêchera, les garants de la nation, à réfléchir sur la forme à donner à notre constitution. Alors, au moment où le pays est en paix, pourquoi vous permettez ce genre de débat? La question, c'est que sur plusieurs aspects, les gens n'ont jamais été, pour la plupart, on n'a jamais été d'accord avec cette constitution. Moi, en ce qui me concerne, jamais cette constitution qu'on appelle des belligérants. Qu'est-ce qui énerve dans cette constitution? Je vais vous raconter une anecdote. L'autre fois, la fois où il y avait match, c'était un mardi, je crois. Match entre la RDC et le Sénégal. Il y avait tellement d'embouteillages, je ne pouvais pas accéder au centre-ville et j'ai fini par prendre une moto. Et sur la moto, j'étais au milieu, le motard était devant, il y avait un monsieur derrière. Alors le monsieur n'arrêtait pas, il avait raison de dire, mais autant d'embouteillage, comment est-ce que je suis juste pour un match? Et puis il dit, est-ce que le chef de l'État ne pouvait pas mettre ces matchs à un autre jour? Alors le conducteur de la moto, il dit, mais papa, Makambouni le Zoloba, et t'as les chefs de l'État, voilà, c'est chef de l'État qui a décidé Makambouni match T. Alors, et puis il avait répondu un peu sèchement, le motard au monsieur derrière. Je prends un peu pour relativiser, je dis non, Kouloutou, Azan a raison Makambouli, et chef de l'État a décidé à Makambouli match T. Et puis là il dit, Abino monani bozabata chilombo. Bino kaka izayote, bino kaka izamo kondité. Quand est-ce qu'on s'est décidé? Mobutu Azago pour ne pas jouer un match. Alors là je me dis, nous avons un peuple qui sociologiquement, on est habitué à avoir nos moi Miki décider de tout. Dans notre sang, voilà, dans notre sang est inscrit le régime présidentiel. Dans notre sang est inscrit ça. Où vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe, on se dit mais, que le chef de l'État intervienne dans ces dossiers au niveau de la justice. Mais en même temps, vous allez trouver cette personne-là quelque part, vous dire qu'on doit respecter la Constitution. Et il défend fermement. Mais quelque part, il vous dira non, le chef doit intervenir sur ces débats ici dans l'Assemblée nationale. Parce que c'est inscrit au fond de nous. Non, Marius, ça c'est une question glissante. Même la démocratie prône ce qu'on appelle la séparation de pouvoir. Et la séparation de pouvoir est définie selon le régime politique. Nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Ça voudrait dire la séparation de pouvoir est souple. Et avec possibilité de voir le président intervenir. C'est cela mais c'est pas, s'il vous plaît. Mais il n'intervient pas de manière officielle. S'il vous plaît. Voilà. Merci pour la précision. S'il vous plaît, messieurs les journalistes. Vous savez. Non, il est dans son temps d'antenne. Non, il n'a pas confirmé. Il a beaucoup parlé. Non, il n'a pas confirmé. Chuté. D'accord. Donc, c'est un peu pour dire que dans notre ADN est inscrit le régime présidentiel. Et moi, j'aimerais voir un régime présidentiel. Je sais pas, l'école de la République peut-être, et cette influence occidentale, a fait que nous puissions trop regarder du côté de l'Occident. Mais aujourd'hui, je ne me cache plus pour le dire.
Je regarde un peu avec une certaine admiration. Les régimes présidentiels, c'est qu'il suffirait à changer la gouvernance, le peuple est resté sur sa faim, beaucoup de questions qui n'ont pas trouvé réponse au peuple congolais. Est-ce que vous voyez que Pardon, précision. Nous regardons tous avec admiration la Chine aujourd'hui, la Russie, la Turquie, et je crois que nous avons besoin de ça. Alors l'initiative ne doit pas revenir seule au parti présidentiel. La répartition de parole n'est pas équitable, je suis désolé, mais quand même... Ne vous en plaignez pas. On continue avec l'émission. S'il vous plaît. Le public en est témoin. Ok. Faites l'essentiel dans le temps d'antenne qu'on vous accorde. Vous pouvez impacter et sublimer les débats en 1 minute. Mouzito doit faire attention de ramener le pays 65 ans après. Voilà, okay. Il veut nous amener dans le régime parlementaire. C'est un régime que nous avions déjà connu dans ces pays, s'il vous plaît. Du temps de Kasavubu et Lumumba. Mais ça prouvait ses limites. Kasavubu qui révoque Lumumba, Lumumba qui révoque Kasavubu. C'est là qu'il vient encore nous ramener. Ce régime-là, nous l'avions connu depuis 1960. Donc, en décidant de passer au mode indirect, c'est le Parlement qui aura plus de pouvoir. C'est le Parlement qui vote désormais le président. Il peut mettre le président quand il veut. Ces régimes-là, nous l'avions déjà connu. Allez vous renseigner dans l'histoire, vous allez voir. C'est le problème que nous avions connu avec ce régime-là. Nous avions déjà connu durant 32 ans de règne de Mobutu le régime présidentiel. Mais Mobutu, à un moment donné, il a été asphyxié. Il s'est retrouvé devant beaucoup de difficultés parce que tous les pouvoirs lui revenaient à lui seul. Ses limites, nous l'avions connu. Nous sommes aujourd'hui dans le régime semi-présidentiel. Mais c'est un bon régime. Seulement que nous avons déjà incapables de bénéficier des atouts, bien des acquis que donne le régime semi-présidentiel. Mais également, lui, Mouzito, et c'était ça les mobiles même à l'IDPS lorsqu'il a lancé ces débats. Ils veulent toucher au D-Savant. Au D-Savant, c'est déjà un article verrouillé de la Constitution. Qu'est-ce qu'il dit là, par rapport à ce que Mouzito vient proposer? Il dit, l'article D-Savant dit ceci: la forme républicaine de l'État, les principes du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée du mandat des chefs de l'État, l'indépendance du pouvoir judiciaire, machin, ne peuvent être l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Déjà, on dit ici, les principes de suffrage universel. Lui, il veut que nous quittons au principe de suffrage universel, aux méthodes de suffrage indirect. Ça, c'est l'article 220 qui est déjà verrouillé. Donc, Mouzito, avec ses rêves, il doit mettre ça à côté parce que ça ne peut pas se faire. Merci. Nous devons, Mouzito, vous comprenez que Mouzito, il est archaïque. C'est un homme déjà qu'il faut laisser. Pas ça. Mais oui, il veut nous ramener là où on a été en 1965. En 1960, lors de l'accession de l'indépendance, qui a prouvé ses limites. Allez. Tout ça parce qu'il a le beefsteak dans la bouche. Il veut toujours faire ziedou ceux qui sont au pouvoir. Alors, il oublie l'intégrité et la souveraineté. Monsieur Mouzito, il oublie l'article 5 qui donne la souveraineté au peuple qui est agressé. Celui de le peuple de Bunagana. Comment est-ce qu'il va participer à ces élections? Vous n'avez plus la parole. Je retire la parole. On est arrivé à la fin du débat. Monsieur Mouzito ferait mieux de s'occuper ou dire aux Congolais comment compte-t-il effacer ou mieux payer la dette de 16 milliards. Ce sont des questions qui intéressent le Congolais. Doit-il nous dire comment il compte d'ici 2 ans ou 3 ans donner aux Congolais un budget de 50 milliards? Comment compte-t-il rationaliser? C'est vrai, ce sont des ministères qui collaborent, le ministère du budget, des finances. Comment compte-t-il rationaliser les dépenses publiques de l'État? Ce sont des questions auxquelles le Congolais voudrait bien avoir des réponses que de lancer un débat qui divise, un débat malsain, surtout au moment où le pays est en guerre. Votre dernier mot. Ce que je peux avoir comme dernière parole, moi, sur cette question-là spécifiquement, je veux une nouvelle constitution pour une nouvelle république. Donc voilà. Et pour le reste, j'encourage nos troupes qui continuent de combattre vaillamment sur toutes les lignes de front. Et hier encore, on a réalisé plusieurs prouesses. Il y a eu plusieurs éléments terroristes neutralisés, plusieurs se sont rendus. Donc voilà, à la nation congolaise de continuer de soutenir ceux qui sont là pour défendre la patrie. Et la victoire va arriver, la paix, nous la voulons de manière totale et surtout avec, à la fin, au bout de la corde, une justice équitable pour ne plus revivre ce qu'on a vécu pendant 30 ans. Merci. Si révision constitutionnelle il y en aura,
sous ou après Tshisekedi? En temps utile, on parlera de la question. Vous souhaitez révision constitutionnelle après Tshisekedi ou sous Tshisekedi? Et si ça se fait sous Tshisekedi, quelles conséquences de 2 mandats qu'il aura passé à la tête du pays? Non, la constitution que nous avons aujourd'hui, Mbata l'avait dit, et c'est la meilleure constitution que le pays n'a jamais connue. Professeur Essambo avait dit que c'est une constitution très solide. Donc, on n'a jamais connu une constitution bonne que celui que nous avons aujourd'hui. Et rassurez-vous que nous ne l'aurons pas dans l'avenir. Veut dire que nous allons garder la même constitution, nous allons continuer avec. Peut-être que ça peut demander quelques amendements. Parce que la société, s'il vous plaît. Peut-être qu'une petite question et votre avis et on passe à autre chose. La société est en train d'évoluer, ça peut évoluer avec. Mais il y a des dispositions qui sont intangibles, auxquelles on ne touche pas. Alors, nos salutations les plus chaleureuses à Mukwege, partout Merci. où il nous suit. Et Merci. s'il tombait sur cette émission, nous lui réitérons notre admiration pour le combat. Le combat qu'il mène depuis des années. Hein. Plus de 30 ans Plus aujourd'hui. de 30 ans. La réparation des femmes, oui. Il est rare de voir des Congolais qui acceptent de mettre leurs faibles moyens en profit de la communauté. Il y a même un film qui lui a été dédié. Ça, c'est vraiment louable. En tout cas, l'avant-première a été déjà lancée. Ouais, ouais. Et Munganga, c'est le titre. Munganga, c'est lui qui soigne. La question a quitté les tables et maintenant, c'est maintenant au niveau du cinéma. Et là, ça change toute la perception des choses, je crois bien. Oui, ce film-là, c'est un matériel didactique. Parce que c'est ce qui va permettre au gouvernement... Attirer davantage l'attention de la communauté internationale, montrer comment la souffrance est atroce, impitoyable dans l'Est du pays. C'est un instrument de paix. Vous savez, beaucoup de Congolais ne savent même pas ce qui s'est passé à l'Est. Mais à travers ces films-là, ils vont vivre. Beaucoup ignoraient, beaucoup mettaient en cause le crime et les génocides qui se fait chez nous. Mais à travers ces films-là, c'est bien explicité. Nous saluons vraiment ce travail acharné qu'a fait Dr Denis Mukwege. Mais également, nous envoyons toujours nos encouragements à ces femmes-là qui ont été victimes de violences sexuelles. Et la collaboratrice, c'est l'actrice britannique, elle est d'origine britannique, Madame Angela, je crois bien. Angela Jolie, la productrice parmi les productrices. En tout cas, mais notre peuple, même quand il ne savent pas. Toute notre admiration. Notre peuple, même quand il ne sait pas ce qui se passe avec précision, avec acuité, ce qui se passe à l'Est de la République. Moi, j'ai vu de jeunes gens, puisque à une période de ma vie, j'ai été au Bandundu, j'ai vu de jeunes gens venir du Bandundu, s'enrôler dans l'armée, ils sont affrontés de combattre. D'autres sont venus de l'Équateur. C'est tellement admirable. Ils sont là il n'est pas dans la science-fiction. Il présente des réalités que vivent nos compatriotes. Voilà. Et le Congolais... Ce film-là, c'est une réalité, au fait. Et les Congolais ont besoin d'être conscientisés. Et ça aussi, c'est aussi ce qu'on n'avait pas connu avant. On appelle de jeunes gens. La plupart de nos centres d'instruction aujourd'hui sont pleins et de jeunes gens qui sont partis de leur village, qui s'enrôlent pour aller combattre et récupérer nos terres occupées par les Rwandais. Et ils sont déterminés. On ne laissera même pas un seul grain de sable à l'ennemi. Et je fonds en larmes, surtout quand je vois comment un homme a négligé même sa vie. Au péril de sa vie, il s'est dépassé pour que cette population... Merci on voit comment il a été objet d'attaques, objet de beaucoup de choses. Allez, les films, on vous le recommande. Et il faut bien... Oh, je ne dis pas des bonnes choses pour le docteur. Ouais. Merci beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes contredit. Merci Marius Larousse Mouya d'être passé. Merci à vous. Merci Marius Moubalama. On est arrivé à la fin. Consommez l'émission avec beaucoup de délectation et nous vous fixons rendez-vous pour la semaine prochaine. Restez branchés.